Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Rock et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 28 mai 2021 et ce soir, c'est la levée du couvre-feu. Donc, au fond, c'est la fin de cette longue séquence obsidionale, littérature de siège, qui prend fin. Longue séquence. Et je vous annonce tout de suite, après moult et moult tergiversations avec ma propre conscience, j'ai décidé de prendre quelques jours de congé. Quelques jours de congé, simplement. J'ai été avec vous depuis le 8 janvier. L'aventure devait durer un mois. J'ai rajouté un autre mois. J'ai rajouté un autre mois. Je me suis laissé emporter par votre assiduité, votre enthousiasme. Un petit groupe. Beaucoup de plaisir. J'ai eu beaucoup de commentaires aussi à la librairie. J'ai eu des commentaires aussi par courriel. Des commentaires aussi sur ma plateforme Facebook. Bref, je n'ai pas eu l'impression au cours de ces presque 150 vidéos, je n'ai pas eu l'impression de prêcher dans le désert. Alors, soyez-en ici tous remerciés. Si j'ai continué, c'est parce que je vous savais, là. Autrement, et ce n'est pas un truc d'audience. C'est déjà assez merveilleux, en tout cas, que la technologie permette à un zigoto de mon espèce, un bibliomane, de rejoindre des lectrices, des lecteurs, des gens pour qui les livres sont le cœur de l'existence. Lire des livres, en écrire, en rêver, les fabriquer, les imprimer, les éditer, les artisans du livre innombrables, les fous du livre, les livres qui sont le cœur de toutes nos vies. Alors, et j'ai eu plaisir à vous accompagner pendant ce long siège. Alors, cette séquence de littérature obsidionale prend fin ce soir. Voilà, c'est dit. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver après? Je ne sais trop. Je ne sais trop. Moi, personnellement, je pense que nous ne sommes pas tirés d'affaire. Je pense que c'est une crise, je maintiens ce point, je pense que c'est une crise systémique qui va engendrer d'autres crises, des fractures de plus en plus graves au sein de notre société, des pauvres précarisés, des riches de plus en plus déconnectés, une planète dans une crise écologique grave dont on ne voudra pas entendre parler car traumatisé par les mesures sanitaires, traumatisé par les pertes d'emploi euh, et, euh, et la bulle immobilière au Québec qui, à mon avis, va avoir des conséquences. On n'est pas, nous n'avons jamais connu une telle période où la société est à l'arrêt. On a vu ça un peu en 2001 lors de l'attaque sur le World Trade Center. Pendant quelques jours, quelques semaines, nous sommes restés stupéfaits. La société, la machine s'est enrayée pendant quelques jours et nous avons vécu pendant quelque temps dans un temps suspendu. Nous avons vécu un arrêt, une immobilisation. Et l'industrie, par exemple, aéronautique, a mis 2 ou 3 ans avant de se remettre de la crise de 2001. Celle, celle qui se présente à elle est hors de proportion. Je ne dis rien également de la crise des finances publiques, qui ne tardera pas non plus à arriver. Et on va exiger, nos politiciens vont exiger que nous fassions des sacrifices pour pouvoir remettre en route la machine. Mais c'est justement 14 mois de, de quasi-interruption dans beaucoup de domaines. Des gens ont réalisé
qu'ils appréciaient assez peu leur vie. Les gens ont réalisé également que passer 12 ou 13 heures ou 15 heures et davantage parfois dans sa voiture pour aller travailler dans un emploi qui, somme toute, est assez peu satisfaisant, ce n'était pas possible. Des gens ont découvert que leur partenaire amoureux était insupportable. La proximité au quotidien n'a pas resserré les liens, au contraire, a mis en lumière que ces liens-là étaient trop difficiles, trop exigeants, trop aliénants. Des parents aussi d'adolescents ont découvert que leurs adolescents n'étaient pas si intéressants. Les parents ont découvert que tout à coup, les mauvais commentaires, les critiques, en tout cas esquissées ou suggérées de la part de professeurs concernant leur progéniture, étaient fondées. Des adolescents ont découvert aussi la vacuité intellectuelle, la vacuité de... Pas que la vacuité intellectuelle, mais l'absence de ressort, l'absence de créativité de leurs parents. Bref, les uns et les autres se sont trouvés dans des situations de désenchantement réciproque. Durant la période des fêtes, beaucoup ont été soulagés de ne pas aller voir les membres de leur famille, qui le reste de l'année ne vont pas voir non plus, mais là tout à coup, le virus offrait une merveilleuse opportunité de ne pas avoir à subir l'oncle, le cousin, la sœur, le frère, ou les autres membres de la famille, ou les autres membres de la fratrie. La course aux cadeaux aussi, comment ça nous a été épargné. Les festivités qui se prolongent, les abus culinaires, les abus d'alcool. Tout ça évité. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de gens ont déménagé. Des couples se sont séparés. Des gens ont réalisé qu'ils n'aimaient pas leur vie, qu'ils souhaitaient avoir une vie autre. Et tous ces gens-là auront un impact sur la suite des choses. Cependant, on nous dit qu'en Angleterre, il y a une quatrième vague qui est en train de se pointer à l'horizon. Que dans certaines régions d'Angleterre, il y a des éclosions, le variant indien. Pardon, ça n'a pas atteint la férocité, la pugnacité de la troisième vague, où l'économie et où les activités sociétales en Grande-Bretagne ont été mises à l'arrêt. Ça n'a pas atteint ça. Mais déjà, les hôpitaux tiennent bon encore, mais on pense, certains épidémiologues et virologues pensent que le déconfinement d'Angleterre s'est fait trop rapidement. On a les yeux tournés vers l'Angleterre. Plusieurs ici au Québec pensent que oui, il y aura une quatrième vague à l'automne. Alors, mais au Québec, la vaccination va bon train. Un ami de la librairie me faisait remarquer que nous étions un peuple plutôt soumis, docile, comme l'a exprimé la vice-première ministre, Mme Guilbeault, Geneviève Guilbeault. Mais cette docilité, c'est-à-dire nôtre, eh bien, fait de telle sorte qu'aujourd'hui, on atteint des hauts taux de vaccination. Alors, on pourrait s'interroger également, mon ami Pierre, lui jugeait que cette propension à l'obéissance que l'on retrouve chez les nôtres est un reliquat de cette survivance extrêmement difficile en terre d'Amérique, que nous avons survécu par l'esprit de corps, l'obéissance au groupe et une sorte de résignation, une sorte de fatalisme. C'est possible. C'est possible également. Alors voilà, les bilans restent à faire. De toute façon, la crise n'est pas terminée. Selon moi, c'est une crise systémique qui est en mouvement.
avec un clash générationnel aussi. Je pense que les jeunes, entre autres, sont les grands perdants de cette crise. Je pense qu'on ne tardera pas non plus à voir certains d'entre eux se mobiliser. Malheureusement, je pense que la réaction policière, gouvernementale, risque d'être assez rude, car il y aura un nombre important de gens qui souhaiteront que coûte le retour à la vie antérieure et qui ne supporteront pas, après plusieurs mois de mise sous boisseau de la parole autre, de la parole délinquante, de la parole parce que l'urgence sanitaire, le décret de l'urgence sanitaire, le décret gouvernemental, eh bien, il se poursuit. Alors, le gouvernement est encore doté de pouvoirs extraordinaires. Un gouvernement aux mains d'hommes d'affaires, d'affairistes, il ne faut pas l'oublier. Et c'est gouverné par décret. Je pense que pour un homme d'affaires, c'est une jouissance. Et c'est possible que certains membres du gouvernement Legault y aient pris goût. Et que peut-être le retour de voix forte à l'Assemblée nationale, le retour d'une voix politique de contestation, n'ira pas sans heurte, n'ira pas sans beaucoup d'agressivité. Aujourd'hui, il y a un ami de la librairie, Jean-François, qui m'interrogeait sur ma pratique de libraire d'achat à domicile. Alors, comment je vivais cette expérience-là? Alors, je lui ai narré quelques anecdotes. Je vais vous en narrer deux ce soir, hein, pour finir cette série-là obsédionale. Parce qu'il y a des choses étonnantes qui surgissent dans le monde des livres. C'est sûr, quand j'entre dans une maison, j'entre dans l'intimité d'une maison. Parfois, on m'invite car le défunt a laissé une importante bibliothèque. Parfois, c'est les gens eux-mêmes. C'est plutôt rare, ça, mais parfois, c'est les gens eux-mêmes. Je pense entre autres à ce professeur d'université qui, se sachant atteint d'une maladie dégénérative, avait décidé lui-même de procéder à l'éparpillement de sa propre bibliothèque. Et il m'avait choisi pour cela. Et nous étions entrés en relation. J'avais été plusieurs fois chez lui. Nous avons échangé sur les philosophes, sur la littérature, sur la poésie. C'est un érudit, un lettré qui me confiait qu'il pouvait passer 5 ans sur un sujet, travaillant comme un fou pendant 5 ans. Entre autres, il a passé 5 ans sur le travail de Rousseau. Il était également suisse, le client en question. Et donc, 5 ans, c'est le temps qu'il se donnait pour aller apporter un éclairage nouveau quant au sujet étudié. Alors, et ça avait été émouvant, mais c'est pas de lui dont je vais vous parler. Je vais vous parler, et là, c'est mon ami Robert Hébert, l'artisan philosophe, celui qui fabrique des objets philosophiques artisanaux, des objets explosifs artisanaux. Écoute cette vidéo, il sera étonné de savoir que nous sommes venus apporter à la librairie des ouvrages ayant appartenu à Jeanne Lemay. Cette Jeanne Lemay, aïe. Bon, je vous résume ce que je sais d'elle. Alors, on retourne un peu en arrière. Il y a environ 25 ans. Des achats à domicile, j'en fais depuis près de 30 ans. Alors, il y a 25 ans, il y a une dame qui me contacte me disant qu'elle a des livres à vendre. Alors, je me déplace sur le bord de la rivière des Prairies, sur une résidence donnant vue sur l'eau,
magnifique résidence avec un vaste terrain, des arbres matures. Mais une résidence un peu vieillotte, entretenue avec difficulté, sans doute faute de moyens, parce qu'il vient un moment aussi, il faut de l'argent frais pour entretenir les bâtiments. Ça prend de l'argent frais aussi pour continuer à vivre. Il vient un moment où on ne crée plus d'argent frais. Alors, ça sentait, comme on dit au Québec, ça sentait le vieux gagné, hein, n'est-ce pas? Le vieil argent commençant un peu à se ratatiner, commençant un peu à se dissoudre, à se fondre, là. Peut-être allant rejoindre l'eau du fleuve, peut-être. Et cette dame était la nièce d'une, d'une, d'une femme qui vraisemblablement était plutôt excentrique, une vieille fille, probablement assez fortunée, qui vivait dans le quartier, dans le plateau Mont-Royal, et qui avait beaucoup, beaucoup de livres. Le curieux de l'affaire, c'est quelques années plus tard, on en a beaucoup discuté, Robert Hébert et moi, nous trouvions ces livres un peu partout dans diverses librairies d'occasion, entre autres le célèbre Colisée du livre, qui n'existe plus, qui était à l'époque là où est la grande bibliothèque. Les propriétaires de cette gigantesque librairie, contiguë aussi à une autre librairie qui, elle, était située sur le boulevard de Maisonneuve, ont reçu une somme d'argent très importante suite à l'expropriation afin de construire la grande bibliothèque. Donc, c'était une sorte, ces deux grandes bibliothèques, en particulier le Colisée du livre, c'était une véritable manne au trésor pour bibliomanes, des livres souvent, parfois en tout cas, assez rares qu'on pouvait acquérir pour pratiquement rien. Et on avait retrouvé, Robert et moi, donc, des livres ayant appartenu à Jeanne Lemay. Je vais vous en montrer 2 ou 3. On est venu me porter hier et aujourd'hui. Alors, c'est comme une espèce de retour en arrière. Et j'ai interrogé aujourd'hui une des 2 personnes qui m'a offert ces livres. Et il ne pouvait pas me répondre. Ce qu'il m'a simplement dit, c'est qu'il était décorateur de son métier et que souvent, les livres, pour pouvoir refaire la déco, il fallait que les livres aillent se faire voir ailleurs. Et par le fait même, souvent, on lui offrait les livres surnuméraires, on lui offrait les livres en trop qui venaient en quelque sorte empêcher le rafraîchissement de l'appartement ou de la maison. Alors ces livres-là, il supposait qu'il les avait obtenus par un de ses clients. Mais il n'en était pas sûr. Cependant, dans le lot de livres qu'il m'a offert, parce que oui, on me les a offerts, ces livres, il y avait tout l'œuvre de Yourcenar. C'est vite dit, il y avait quelques livres de Yourcenar. Et pour lui, Yourcenar, c'était l'auteur le plus extraordinaire ayant jamais existé. Alors donc, je n'ai pas su au fond. Ce que je sais d'elle, donc, c'est qu'elle était une lettrée. Je découvre dans un des livres ce que je pouvais facilement imaginer, qu'elle a visité les vieux pays, selon l'expression québécoise, les vieux pays, l'Europe, la vieille Europe, les vieux pays, Paris, entre autres, va sans dire, la capitale des lettres. Et dans ce lot-là, alors je vous en montre un, ou 2, peut-être 3. Alors, les Mémoires de Chateaubriand. Mémoires de Chateaubriand, que j'ai lu à l'été. Quel été j'ai lu les Mémoires de Chateaubriand? Oh, je pense que c'est l'été 2002 ou 2002 ou 2003. Je pense n'avoir jamais consacré de vidéo à Chateaubriand. J'ai été bouleversé
l'écriture de Chateaubriand. J'étais bouleversé, mais vraiment... et en ce temps-là, là, j'ai un petit peu ralenti. Je me fixais pour objectif de lire 1 ou 2 classiques par année. 1 ou 2 classiques dont j'éprouvais de la culpabilité à ne pas les avoir lus. Alors j'ai passé l'été à lire les Mémoires de Chateaubriand dans une édition très très ordinaire pour pouvoir relever les passages qui m'enchantaient ou simplement pouvoir le lire sans trop de respect sacré, disons, devant l'objet livre. Alors donc, le tome 1 des Mémoires de Chateaubriand, qu'est-ce qu'on y trouve? Bon, premièrement, une des caractéristiques des livres ayant appartenu à Jeanne Lemay, en fait, je dirais c'est la caractéristique, pas principale, parce que la caractéristique principale, c'est que c'était des livres, elle les avait tous lus. Alors, il y en avait des centaines et des centaines. Alors, on imagine une sorte de recluse de la lettrée, de la vie lettrée, une sorte de célibataire des lettres, à l'instar de Proust, quelqu'un dont la vie tout entière est tournée vers la lecture. Et toujours de bons livres aussi, il faut le noter. Des bons auteurs français, des bons auteurs étrangers, mais évidemment avec un vif penchant pour la littérature française. Alors, la deuxième caractéristique de ces livres, c'est qu'elle les truffait de découpures de journaux, elle collait des images à l'intérieur, elle les transformait en objets extrêmement personnels. Elle se les appropriait, elle ne faisait pas que les dévorer, les livres. Elle les digérait. Les livres ingérés, transformaient même Jeanne Lemay. Alors on imagine très bien sa bibliothèque comme un grand incubateur où Jeanne Lemay elle-même était transformée comme par une sorte d'appareil livresque extrêmement sophistiqué où chacun des livres, chacune des briques transformait même, je pense, son ADN. Alors je pense que la lecture transforme le cerveau. J'ai raconté ailleurs aussi dans une vidéo faite il y a plusieurs années, quelqu'un que elle s'appelait comment cette vidéo pour pas avoir... peut-être je vais... en tout cas, il avait subi un très très grave accident cérébral et il avait perdu l'usage de la parole, perdu l'usage même. Et au cours de cette terrible maladie, s'en était suivi un terrible handicap. Il avait développé une passion pour la lecture et ça avait activé dans son cerveau des zones inexplorées. J'ai commis une vidéo là-dessus tellement ça m'avait épaté. Alors je vous montre, tenez, un exemple. Alors qu'est-ce qu'on y voit? On y voit le château de Chateaubriand dans la Loire inférieure. Le croquis que voilà a été pris en 1896 par le vicomte Frottier de la Meslière. La mort de Maurice Leveillant en 1961. Maurice Leveillant, c'est le préfacier et c'est celui qui a établi cette édition critique des Mémoires de Chateaubriand. Alors on retrouve ici, vous voyez, Jeanne Lemay, on retrouve son autographe. Et ici, une note qu'elle a écrite à la plume. Ce n'est pas, le stylo bic n'avait pas été inventé à ce moment-là. Et ce qu'on y lit, c'est une citation d'Alphonse Karr. Monsieur de Chateaubriand, qui n'écrit plus une ligne sans parler de sa mort, de sa sépulture, semble s'être fait le saule pleureur de sa tourbe. Ça m'apparaît étonnant comme phrase. De sa tombe. Ouais, le saule pleureur de sa tombe. Ça rappelle sa tourbe aussi, hein? Les tombes finissent par devenir de la tourbe. Nous finissons par devenir sable et limon.
Alors, on le retourne encore une autre des coupures de journaux, soigneusement collées. Et c'est ainsi tout le long du livre. Voyez encore, Combourg au temps de Chateaubriand. Le château de Bois-Février. Hein, on croirait revivre la passion châtelaine de Renaud Camus. C'est très amusant comment Renaud Camus visite des châteaux et qui en fait une description et qu'il calcule est-ce qu'il peut se l'acheter, est-ce qu'il peut vendre celui de Plieux. Euh, les considérations de Châtelain. Il se désole que celui de la famille de Versailles, après 1000 ans au sein de la famille, eh ben, a été mis en vente. Ouais, vraiment. Moi, j'aurais été fait, ben, vous aussi sans doute, pour la vie de Châtelain. Je racontais à ma belle-mère, la femme de Fabienne, que je comprenais, suite à mes lectures de Chateaubriand, justement, qu'on pouvait avoir la passion du nom. Avoir la passion du nom, la passion des emblèmes héraldiques, la passion de l'enracinement têtu dans l'histoire de sa famille, de sa communauté, du village, la connaissance de chaque pierre, la nécessité d'être un fiduciaire de biens qui ne nous appartiennent pas. Tableaux, murs, châteaux. Et qu'au fond, ça m'aurait très bien convenu la vie à la fois de châtelain et la vie de mainteneur de mémoire. Elle-même qui se pique d'avoir quelques ancêtres de, de sang bleu dans son auguste lignée. Poser la ramener, mais les Lalonde, les deux Lalonde, le premier Lalonde, ayant immigré en sol américain, était un fils de famille appartenant à la noblesse maritime, avec des symboles et des emblèmes héraldiques d'azur à tête d'or ou quelque chose. Vous voyez, vous avez dit il a la passion, mais il ne se souvient même pas de ses propres. Ouais. Mon père, dans son repère autochtone, ça c'est assez dingue aussi. Il les a peints, dans sa cambuse, hein, faut le dire, parmi des objets autochtones, on retrouve les symboles héraldiques de la famille Lalonde qu'il a peint à la main. Alors, on a l'impression d'entrer. Faut croire que c'est de famille, hein, décidément. On a l'impression tout à coup d'entrer chez un châtelain, mais c'est d'une extrême. J'espère qu'il n'écoutera pas ça, mais il n'écoute pas mes vidéos. C'est d'une extrême pauvreté. Mais il y a une sorte de grandeur un peu dérisoire, un peu. Enfin, une version inédite des Martyrs ou les amours de Chateaubriand et de Nathalie de Nouaille. Et ça a été. Alors, elle était abonnée sans doute aussi aux journaux de France, les plus importants, pour pouvoir être au fait de la littérature, des nouveautés, de ce qu'en disent les critiques. Alors, je vous montre le deuxième tome, vous voyez encore, et ça a été relié à l'école industrielle des sourds et muets de Castelnau. Alors, elle faisait relier ces livres. Alors, ça, c'est le tome 3. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans le tome 3? Encore, vous voyez, encore une image de château. Celui-ci, il est plutôt. Il est pauvrement rehaussé d'images. Encore, décidément, Chateaubriand ne s'ennuyait pas. La maison et le parc d'Aulnay, où Chateaubriand écrivit ses œuvres. Une maison de campagne avec parc située à. Ah oui, vous voyez, c'est à vendre. Hein? Faudra informer Renaud Camus que c'est à vendre, mais ça fait un petit moment. Alors, la page 21, elle nous indique. On va aller voir le tome
les autres tombes, tenez. Après, on va enchaîner avec Balzac. Alors, toujours Jeanne Lemay. Chateaubriand à Rome. Une découpure de journaux de 1934. Alors, on l'ouvre. Celui-ci aussi est pas... ouais, quelques images qu'elle a greffées au texte. Quelques découpures également. Attendez. Ah oui, il y en a plusieurs, ouais, quand même. Celui-ci, qui me semble, cette découpure qui me semble plutôt fraîche, oui, et elle l'est. Chateaubriand dans ses meubles, 1969. Alors, dans un des livres que je vais vous montrer dans quelques instants, il y a une date, 1925. Alors, elle est à Paris en 1925. Alors, on peut... Elle devait peut-être, sans doute un voyage qu'elle a fait dans sa jeunesse, 1925, en établissant qu'elle est peut-être née au début du siècle, 1900. Et là, ben, elle approche des 70 ans, mais elle poursuit. Et ça, vous voyez, ça vient d'où le journal? Alors, est-ce qu'on peut reconnaître, on a derrière la découpure, il y a 50 ans, oui, 1918, ouais, la Première Guerre mondiale, les leçons de mai, les étudiants en médecine pour un nouveau théâtre, on est en 69, alors on commence à décanter les événements de mai 68, mais Jeanne Lemay n'en a cure, ce qui l'intéresse, c'est Chateaubriand dans ses meubles. Et en fait, c'est ce qui nous intéresse aussi. Mai 68. C'est de la vieille histoire, tandis que Chateaubriand dans ses meubles, rien n'est plus moderne que ça. Alors ici, c'est le tome 2. Lui aussi. Mais un débat entre la société et la galerie Charpentier, 1952. Encore ma carrière littéraire. Chateaubriand à Rome. Pauline de Beaumont. Chateaubriand à 30 ans. Et ça se poursuit, et lui aussi, il est truffé. Ici, tenez, une toute petite découpure. Alors, femme assise dans un rocking chair, une peinture de Pablo Picasso, et avec une citation de Chateaubriand, il va sans dire. Je me composais donc une femme de toutes les femmes que j'avais vues. C'est pas beau, ça? Allez, je vous laisse... Voilà. Les martyrs évoqués en Sorbonne. Alors là, on va passer aux lettres de Balzac. J'ai 6 forts volumes, mais je ne vais pas vous les montrer les 6 cette fois-ci parce que 33 minutes, je vais bien croire que c'est la dernière avant quelques jours, mais bon, on va essayer quand même qu'elle ne dépasse pas l'heure. Surtout que mon disque dur est plein, je crains d'être interrompu brutalement. C'est assez désagréable. À un moment donné, bah, ça débarque et je disparais. Et je vis un peu dangereusement. Pourtant, je fais le ménage régulièrement, mais il y a tellement de choses dans mon disque dur. Alors ça, c'est les lettres à l'étrangère, Madame Hanska, bien entendu. Et alors le livre est plutôt beau. Balzac par Rodin, toujours la même chose. Il est agrémenté de photos, de découpures de journaux, la maison de Balzac. Est-ce qu'elle l'a signé quelque part? Non. Mais celui-ci, ouais, tenez. Et, mais, vous voyez comme elle était romantique, cette Madame Lemay, avec une petite feuille. Mai 1926.
Là, 1936, la statue de Balzac par Rodin, jadis refusée par la Société des gens de lettres, va être érigée sur une place parisienne. Voici une photographie inédite du visage du romancier tel que l'a conçu le grand sculpteur. Alors, je vous montre le dos, encore toujours relié chez les sourds et muets. Il parlait pas beaucoup, n'écoutait rien, mais faisait du bon boulot. Et là, je vous montre le tome 3, toujours des lettres à l'étrangère. Et là, il y a une curiosité. Il y a eu tout à coup quelqu'une, qui a eu la présence d'esprit de mettre dans une enveloppe toutes les découpures de journaux qui avaient été insérées dans cet exemplaire. Mais on va voir si l'exemplaire lui-même... oui. Alors, on revoit toujours, on reconnaît la signature de Jeanne Lemay. Et ici, c'est Balzac mort. Faut lire ce que dit Victor Hugo, qui était allé rendre, si on peut dire, visite à la sépulture de Balzac, qui commençait à pourrir littéralement, et les chairs noircissant, s'affaissant dans le lit qui devenait lui-même une sorte de masse gluante et ondoyante et odorifante et noire. Et il nous décrit avec force détail comment les chairs du visage de Balzac se décomposaient. Alors, vous pouvez retrouver ça dans un texte de Victor Hugo. Comment Victor Hugo... Alors, une des caractéristiques aussi, c'est qu'elle annotait pas. Donc, il n'y a aucune marque de crayon ni rien. Mais là, j'en trouve une. Et c'est la première, je vais vous la lire. Quand on vit perpétuellement chez soi, la première cause de bonheur est d'avoir un chez-soi charmant et aimable. Alors, il y a quelqu'une qui a eu la présence d'esprit de recueillir toutes les découpures, elles sont nombreuses, vous allez voir, qu'ils ont trouvées dans cet exemplaire de... C'est assez inouï. Dans cet exemplaire des lettres à Madame Hanska. Alors, c'est incroyable, regardez. Ah, c'est incroyable. Puis je découvre ça en même temps que vous, hein. Il n'y a pas de mise en scène ici, à part, bon, j'ai décidé de vous parler de ça ce soir, mais il n'y a pas... mais regardez, c'est vraiment incroyable. C'est écrit sur la tombe de Balzac, novembre 1924. Alors, Madame Jeanne Lemay, je m'approche, vous voyez, elle est allée se recueillir sur la tombe de Balzac et elle a ramassé ces quelques feuilles. Et presque un siècle plus tard, un libraire de Montréal vous montre ça à l'écran. C'est pas assez proustien à votre goût, ça? Hein? La nostalgie de toutes les choses disparues. Il faut le faire, là. C'est un pèlerinage, là. C'est de la dévotion aux lettres. Respect. Respect pour Jeanne Lemay. Bon, ici, j'imagine qu'elle a poussé aussi le souci. Parce que, bon, c'est le dernier tome. On l'a compris. Balzac n'est plus. Un petit bouquet pour Balzac. Ok, alors je vous en montre quelques-unes ici. Voilà comment Daumier, dans le Charivari, voyait le lecteur qui n'aime pas Balzac et celui qui en raffole. Tenez.
La main de Balzac. Balzac à sachet. Portrait de jeunesse de Balzac. De la mère de Balzac. Et ça continue comme ça. Il y a des dizaines et des dizaines de coupures. Ouais. Avec des dates. Ouais, donc c'est tiré du Figaro. Voilà. Certaines des coupures sont tirées du Figaro. Alors on y lit ici. Ah, non, il n'y a pas de. Les autographes, les lettres de Balzac. Ouais, un collectionneur belge qui a recopié à la main les œuvres des deux amoureux. Alors un amateur qui. J'ai expliqué dans la préface de mon édition pourquoi je n'ai pas mélangé la correspondance générale avec les lettres à l'étrangère. N'était-elle pas d'origine polonaise? Eva Hanska, hein? Vous allez sans doute me corriger, mais il me semble qu'elle était d'origine polonaise. Alors vous voyez, là, je vous ai montré quelque chose euh, d'une lectrice fabuleuse qui a vécu à Montréal, sans doute en autarcie, reculée, dans une vie monocale, une vie de dévotion, aller ramasser des feuilles sur la tombe de Balzac. Il faut quand même le faire. Alors on imagine 1925, 1926. Peut-être, en ce temps-là, on n'allait pas passer 3 semaines en France. On y allait 6 mois, un an. On y allait pour y parfaire sa culture, il va sans dire, ses manières, acquérir un peu de patine, se désensauvager, parce que les Canadiens, il faut quand même le dire, ce sont des sauvages. Et même quand la patine y est, il suffit de peu pour que tout à coup les instincts primitifs, les instincts de feu prennent le dessus. Alors la deuxième histoire. La deuxième histoire, en fait, avant d'aller avec la deuxième histoire, je regarde l'heure. Bon, sans doute dépasser l'heure cette fois-ci. Euh, je, j'ai cette marotte au fond. C'est de raconter des histoires de bibliothèque, des histoires de bibliothèques privées. Et pour moi, l'histoire de la littérature n'a pas été encore écrite. C'est que la vraie histoire de la littérature, c'est celle des lecteurs. Comment on en vient à constituer, pas juste une bibliothèque avec les auteurs préférés, tout ça, mais comment une personne en vient à à avoir une vie entière tournée vers les livres. L'exemple ici de Jeanne Lemay. Comment une Jeanne Lemay, c'est possible? Comment Jeanne Lemay vivait? Comment Jeanne Lemay interagissait avec les membres de sa famille, avec ses voisins, avec ses proches? Quel était son rapport avec la société dans laquelle elle vivait? Euh, le temps qu'elle consacrait à la lecture? Comment elle disposait ses livres? Son milieu naturel? L'étude du milieu naturel de la lectrice ou du lecteur? Comment une vie vient-elle à s'organiser, à se structurer autour de cette passion des livres? Et chaque histoire de lecteur, et non pas de la lecture, parce que l'histoire de la lecture, on peut dater, il y a des dates avec les innovations technologiques, on lisait
avec la voix, on lisait à voix haute, et puis est venue la lecture silencieuse, est venue la lecture avec les yeux. Vu comme un progrès d'ailleurs, hein, on lit avec les yeux. Euh, je suis pas si sûr de ça. Moi, je pense qu'on doit lire aussi à haute voix, à voix haute. On doit lire à voix haute et on doit permettre aux mots, une fois redonnés à l'air libre, hein, parce que lire à haute voix, c'est lire à l'air libre. C'est tout à coup que les mots occupent l'espace de la pièce dans lequel nous gravitons en tant que lecteurs, en apesanteur bien souvent. Eh bien, ces mots-là deviennent aussi des présences vivantes, deviennent des objets volants qui peuvent venir nous happer, qui peuvent venir se déposer sur notre épaule, qui peuvent virevolter autour de nous. Les mots deviennent vivants lorsqu'ils sont dits. Tandis qu'avec la lecture, avec les yeux, c'est une lecture intériorisée, c'est une lecture où les mots nous forment, où les mots nous mitraillent même, de l'intérieur, et font des trous dans notre, dans notre carcasse. Et toutes ces lectures-là, mais les évolutions de la lecture, ça a été quand même bien étudié par les historiens du livre. Tandis que l'expérience unique du lecteur, singulière avec ça touche quoi? Ça touche à la fois la psychanalyse. Quels étaient le rapport des parents avec la lecture? Ça touche la société. Quelle est la place de la lecture dans une société? Quelle est la place de la culture dans une société? Ça touche aussi donc des questions sociologiques. Des questions financières? Est-ce que les gens avaient les moyens d'acheter des livres? Alors, anthropologique aussi. Et je maintiens ce point qu'au fond, il nous faudrait peut-être une, une, une solide enquête sur une étude sur des portraits de lecteurs, mais quelque chose de fouillé, pas juste combien vous avez de livres dans votre bibliothèque, mais oui, mais comment vous avez de livres aussi. Comment vous les disposez? Est-ce que vous faites du ménage? Est-ce que vous relisez? Pourquoi relisez-vous? Qui relisez-vous? C'est quoi aussi le rapport que vous entretenez avec vos proches? Est-ce qu'ils supportent que vous vous enfermiez pendant des heures pour lire? Est-ce qu'ils supportent que vous refusiez la culture de masse? Parce que les lecteurs, les lectrices forcenées ont forcément tourné le dos d'une certaine manière à la culture de masse. Je ne dis pas que la culture de masse n'est pas sans qualité, mais il faut faire vœu de pauvreté de la culture de masse pour pouvoir s'enrichir avec les grands textes, avec les grandes épopées. Alors, c'est quoi le rapport? Donc, au fond, et toute la littérature est faite pour aboutir dans une relation avec le lecteur, la lectrice. Et c'est là, au fond, le cœur de toute notre aventure. Comment nous vivons, comment nous recevons les livres. Pourquoi sommes-nous comme ça? Qu'est-ce qui nous pousse? Qu'est-ce qui vous pousse à écouter un libraire zigoto de Montréal vous montrer des objets avec des feuilles ramassées sur la tombe de Balzac, il y a 100 ans? La deuxième histoire. La deuxième histoire que j'ai racontée, peut-être je l'ai racontée dans l'une ou l'autre de mes antédiluviennes vidéos, il y a peut-être 10 ans même. Essayez de vous la raconter le plus correctement possible. On a plusieurs histoires. Celle-ci, elle est pour finir la séquence obsidionale. On va mettre fin à cette série-là par un peu de magie, un peu de mystère, puis d'une certaine manière, un peu d'espérance.
Ouais, puis je vais me livrer un petit exercice ici. On va tourner la bibliothèque. Tenez. Voilà. On va un peu de nouveauté. Voilà. Est-ce que je peux m'éloigner même? Alors, je vous raconte. Il y a 2005, été 2005, je reçois un coup de téléphone d'une dame qui m'annonce qu'elle a des livres à vendre. Plusieurs centaines de livres à vendre. Et que j'aurais connu son fils. Et elle me demande d'apporter des cartons vides pour pouvoir acheter les livres, pour pouvoir disposer des livres. Et elle me dit, dans le même souffle, que son garçon est décédé d'un cancer. Et que ils ont trouvé dans son testament des dispositions indiquant qu'il souhaitait qu'il fasse affaire avec moi pour me porter acquéreur de sa bibliothèque. Alors, c'est avec assez d'émotion que je me suis déplacé chez ce couple. Parce que, bon, j'ai parlé à la dame, mais... Alors, elle était quand même... le père de cet homme, Michel, était toujours vivant également. Alors, je me suis déplacé chez l'appartement de Michel, un petit appartement, un petit studio, en fait, dans le centre-ville de Montréal, qu'il avait acquis avec ses économies, et il était soit préposé aux bénéficiaires dans un hôpital de Montréal, ou peut-être même concierge ou préposé à l'entretien. Je pense que c'était préposé à l'entretien. Bref, il occupait un emploi assez humble, sans doute mal payé, mais qui, à force d'économie, il avait pu se payer cet appartement. Alors, l'appartement était décoré avec beaucoup de sobriété et il avait des livres. Et là, vous voyez, je me suis reculé. Je vais même reculer. Je ne sais pas si vous allez m'entendre. Allez, je vais prendre le micro. Venez. Je m'éloigne. Un peu de variété, enfin. Au niveau de la mise en scène, on s'approche de Godard. Là. On s'approche de Godard. Alors donc, je me suis retrouvé en présence d'un mur de livres semblable à celui-ci. Et évidemment, avec beaucoup de métiers, on peut reconnaître les dos nous indiquent la date de parution des ouvrages. Et il y a des ouvrages aussi dont l'esthétisme est daté. Alors, par exemple, les 10-18 des années 70 sont reconnaissables entre tous. Bon, outre que la tranche est jaunie, les dos parfois le sont aussi, mais il y a un esthétisme propre aux ouvrages de 10-18. Bon. Il y avait beaucoup de folios, de Idée Gallimard. Eux aussi assez reconnaissables, datant des années 70. Alors, on pouvait et il y avait aussi également des ouvrages imprimés dans les années 80, dans les années 90, et jusque dans les années 2000. Les années, évidemment, 2000, eux, l'éclat, la fraîcheur c'était clair que certains d'entre eux sortaient presque des presses d'une imprimerie. Alors, c'était facile de deviner qui s'en était porté acquéreur quelque temps avant de mourir. Alors, je me suis livré à une sorte de psychanalyse de sa bibliothèque. Alors, les deux parents étaient assis. Alors, moi, j'avais la bibliothèque derrière moi, comme en ce moment. Et je leur ai pointé certains ouvrages. Nietzsche, par exemple, qu'il avait lu dans sa jeunesse. Et ce
ce lecteur aussi passionné et impliqué dans son activité de lecteur avait également la caractéristique de, dans certains d'entre eux, d'inscrire la date sur la page de garde. Et là, j'ai pris les ouvrages de Nietzsche, j'ai dit, vous voyez votre fils. Eh bien, à l'adolescence, il a eu une période peut-être de révolte sourde, peut-être vous en avez rien su, peut-être vous l'avez même à peine deviné, mais une période de révolte sourde, de colère, et il s'était tourné vers des auteurs du soupçon. Il a même eu probablement une période athée. Alors les parents m'écoutaient, médusés par ce qu'ils n'avaient pas su ni deviné chez leur fils. Et enhardi par mon audace de psychanalyste des bibliothèques et enhardi aussi par une écoute fiévreuse de leur part. Alors je l'ai attendez une seconde. Je crains toujours d'être coupé. Je vais m'empresser. Mais je pense bien que finir par une vidéo plus longue que toutes les autres, ça va être une belle finale. Alors donc, alors ils me regardaient, les deux parents, avec une intensité, une fièvre dans l'écoute, que moi, ben, alors j'ai continué, j'ai parcouru avec eux tablette après tablette, en faisant des sauts, voilà, en revenant sur ce qu'il avait été à l'adolescence. Jeune adulte, il avait fait des voyages, ce qu'ils m'ont confirmé. Il avait fini par trouver une certaine sérénité, un certain calme dans sa vie. Et il avait découvert aussi la poésie à partir de 25 ans. Il a découvert une passion pour l'histoire également. L'histoire grecque en particulier, l'histoire de la Grèce antique, les philosophes. Et il avait, aux alentours de la trentaine, il avait éprouvé le stoïcisme. Il s'était fait une sorte de... s'était donné une colonne vertébrale. Et c'est là qu'ils m'ont confirmé qu'il avait trouvé son emploi et qu'il avait commencé à faire des économies. Et là, au fur et à mesure que j'avançais dans le décryptage psychanalytique de la bibliothèque de Michel, l'émotion, vous vous doutez bien, elle montait. Moi-même, j'ai eu comme une sorte de... pas de transe, mais disons, je suis devenu assez inspiré, on va dire. Et la mère, à un moment donné, elle s'est exclamée, « Michel est parmi nous. » Et je dois vous confier que j'étais pas loin de le croire. Tellement le moment était était extrêmement impressionnant. Il y avait quelque chose dans l'air de très fort, de très... Vous voyez, les mots me manquent pour vous relater cette histoire-là. Et évidemment, bon, il y a eu ce terrible cancer qui a surgi dans son existence. Mais avant le cancer, il avait trouvé la foi. Il avait trouvé la foi et s'était pris de passion pour les mystiques, les mystiques chrétiens. Sainte Thérèse d'Avila, la petite Thérèse, Thérèse de Lisieux, Saint François d'Assise, Saint Jean de la Croix. Et il avait découvert la foi avant de se savoir atteint par le cancer. Ce que ses parents m'ont confirmé. Et j'ai été en mesure de leur dire
que leur fils était mort dans l'espérance, que leur fils était mort dans la sérénité, qu'il n'avait pas, qu'il avait su consentir à sa disparition et qu'il avait parié sur l'espérance, qu'il était mort d'une certaine manière serein et apaisé. Ce que m'ont confirmé ses parents. Alors on est resté un long moment, tous les trois, devant cette bibliothèque qui était devenue soudainement un tombeau qui nous révélait des choses sur la vie de Michel. Et là, il s'est passé une autre chose. Et là, je vais conclure là-dessus. Il s'est passé une autre chose. C'est qu'au terme de ce dévoilement de la bibliothèque de Michel, j'ai mis... C'était entendu que je me portais acquéreur de l'ensemble de la bibliothèque. Alors, j'ai mis dans des cartons les livres. Et deux hasards, là. J'avais apporté exactement le nombre de cartons qu'il fallait, le nombre précis. Il n'y a pas un livre qui a dépassé. J'avais apporté exactement le même nombre de cartons pour pouvoir y mettre la bibliothèque au complet. Et je ne sais lequel d'entre nous a eu cette idée étrange de, une fois que tous les livres euent été mis dans les boîtes, de compter une à une les boîtes. Et je ne sais pas si c'est moi, je ne pense pas avoir poussé peut-être est-ce le père, est-ce la mère qui comme je vous l'ai dit, était bouleversé. Hein? Je pense qu'on se retenait pour ne pas pleurer, vous vous rendez compte? Parce que aussi, ce qu'avait découvert leur fils, il ne faut pas que j'oublie ça, c'est que en dépouillant sa correspondance, ses lettres et tout ça, correspondance ordinaire, on va dire, eh bien, ils avaient découvert que leur fils, malgré ses moyens plutôt réduits, offrait des sommes assez importantes à des organismes caritatifs. Et loin de s'en offusquer, les parents, au contraire, ont trouvé que... Et ils ignoraient cet aspect de la personnalité de leur fils. Et ils en étaient admiratifs de voir quelqu'un travailler si durement pour des sommes, somme toute, assez peu importantes et qui trouvait le moyen d'être généreux dans ses dons. Alors ça les avait beaucoup, beaucoup émus, et moi aussi, ça me l'avait évidemment encore rendu plus attachant. Alors, pour en revenir, alors je ne sais pas si c'est le père, je ne me souviens pas si c'est le père ou la mère qui a eu l'étrange idée de compter les cartons de livres. Et ce qui fut fait pour en arriver au résultat, il y avait 33 cartons. 33. L'âge de la mort du Christ. On est resté là. Je pense que rendu là, j'ai été content de fourguer les livres dans la camionnette et de m'en retourner dans mon échoppe. Là, c'était trop d'émotions. C'était trop d'émotions. Bon, coïncidence, pensée magique, intuition. Pensons ce que nous voulons. Mais on a senti tous trois que cet après-midi-là, il y a eu une sorte de grâce qui était tombée sur nous. La mère avait ressenti la présence de Michel. Le
père, à plusieurs reprises, les larmes lui venaient aux yeux, mais il y avait beaucoup de sérénité en même temps. Je restais là plusieurs heures et quand je m'en suis retourné à mon boulot, j'ai mis un certain temps avant de mettre les livres. Certains d'entre eux, d'ailleurs, achetaient à ma librairie. J'ai mis un certain temps avant de disposer, de rendre à la vie libre, fière et sauvage la bibliothèque de Michel. J'ai mis un certain temps. Comme s'il fallait là, que je laisse tout ça reposer. Eh bien voilà, c'est ici après 1h06. Hein? Écoutez, je vous reviens d'ici quelques jours. Je doute fort d'être absent longtemps, vu le plaisir que j'ai pris en votre compagnie, parce que, écoutez, parler tout seul devant un écran, là, bon, si on souffre d'une sorte de pathologie, disons, ça peut ne pas être sans charme. Mais je sais que vous allez être quelques-unes à écouter. Et reposez-vous de moi, là. Hein? Profitez-en pour vous reposer de moi. Moi, je vais tenter également de me reposer un peu de moi. Hein? Enfin, me libérer de ma présence. L'effet miroir, c'est quelque chose, croyez-moi. Parler soir après soir devant le miroir de son écran et ne pas oser lui demander « Miroir, miroir », non, miroir ne répond pas. Et ça a quelque chose d'assez troublant, croyez-moi. Déjà, parler en public, pour la majorité d'entre nous, c'est une expérience assez éprouvante. Mais parler tout seul, devant une webcam, les toutes premières vidéos, je me souviens, pourtant c'est enregistré, hein, c'est pas du live, les toutes premières vidéos en 2011, j'avais le cœur qui battait la chamade, j'avais le stress. Pourtant, je me disais, t'es même pas obligé de les diffuser. Hein? Et puis là, je les mettais en ligne, et là, j'avais l'impression que je venais de créer quelque chose d'incroyable. Bah, 10 ans plus tard et 1500 vidéos plus tard, là, je vis dangereusement. J'entends toujours que mon disque dur flanche, mais je pense qu'après 1 minute, est-ce que... Ah oui, il y a 2 petites choses, en fait, que je ne vais pas oublier. Ben, je remercie François, je remercie Alain pour leurs mots sur ma plateforme Facebook, que je vais vous partager ici en note de bas d'écran. Et je vais vous partager aussi un tout petit texte mien, écrit à vif, comme je le fais sur ma propre page, que j'ai écrit il y a 4 ans. Mais là, c'était une vente qui ne s'était pas bien déroulée. Ah, ouais, ça arrive. Mais ça, c'est très, 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 très rare. Et la raison, ben écoutez, je peux comprendre. Pour faire court, c'est la dame qui était une amie de la défunte. Elle était l'exécutrice testamentaire et elle avait eu la tâche de disposer des meubles et des livres de son amie. Elle était plutôt excédée, elle était empressée. Et moi, la plupart du temps, j'aime pas qu'on me bouscule. J'aime pas qu'on me mette de la pression. Elle m'en avait mis. J'avais consenti quand même à y aller rapidement. Et peut-être, j'étais en partant, peut-être mal disposé. En tout cas, l'atmosphère n'avait pas été très, très, très bonne entre elle et moi. Et d'autant plus que cette bibliothèque, comme vous allez le lire, eh bien,
il y a des bibliothèques qui inspirent la tristesse. Hein? Pour revenir sur l'histoire des lectrices, ça, j'aurais aimé connaître l'histoire de cette lectrice, au fond. Mais peut-être avec les restes de sa bibliothèque, c'est ça aussi, hein? Comme un pathologiste, hein? D'une certaine manière. Faire l'autopsie d'une bibliothèque. Il y avait de la tristesse, il y avait de la souffrance dans cette bibliothèque-là. Il n'y avait pas de la dévotion comme dans celle de Jeanne Lemay, ou quasiment de l'amour surnaturel comme dans celle de Michel. Et je vais vous partager ça, les commentaires d'Alain. Merci Alain. Alain qui suit mes vidéos depuis plusieurs années, qui m'a offert un très beau livre d'ailleurs pour me remercier de mes vidéos. Il trône en bonne place dans ma bibliothèque, Alain. Je t'ai dit que je ferais une vidéo là-dessus. Ah ben, je vais le faire. Je vais finir par le faire. Disons, la séquence obsidionale est terminée, là. Peut-être, là, ça va être une séquence... rendons grâce à nos amis. Rendons grâce aux livres aimés, aux bibliothèques aimées, aux gens qui aiment les livres. Et le commentaire également de François, qui m'a rendu visite il y a quelques semaines, quelques mois, peut-être 2 mois, mais que j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, comme j'aime le faire, entrer en relation avec les gens. J'ai pas eu le temps. On se reprendra, François. Si tu écoutes cette vidéo-là, on se reprendra. Cet après-midi-là, j'étais plutôt très occupé et coincé dans un horaire plutôt surchargé. Et j'aime beaucoup ceux qui me connaissent un peu, ceux qui fréquentent ma librairie. Puis ça, faut que je fasse attention parce que des gens, ils viennent chercher des livres, ils ne souhaitent pas nécessairement la relation avec moi. Faut que je fasse attention. Des fois, et puis j'écoute beaucoup aussi. J'écoute beaucoup. J'adore écouter. Peut-être pour ça, le soir, j'écoute tellement que le soir, je suis rendu, je parle. Je suis bien content. 1 minute 12. Oh, wow! Je suis fier de moi, là. Bon, écoutez, je vous dis pas quand je reviens, mais, écoutez, 3-4 jours. Je pense que ça va être le gros maximum. Je sais que demain, j'en fais pas. Demain, c'est samedi. Dimanche, j'en ferai pas. Lundi, j'en ferai pas. Ça, c'est clair. Mais mardi, mercredi, et il y a des livres dont je veux vous parler. Alors, c'est tout. Alors, voilà. Bonnes vacances. Reposez-vous bien. Merci. Puis, mille merci d'avoir été là depuis le 8 janvier. Vraiment, j'apprécie. Merci. Bonne soirée à tous. Et non pas à demain, cette fois-ci, mais dans quelques centaines d'heures, disons. Non, pas quelques centaines d'heures. Disons, 100 d'heures. Merci.